Donc, on va voir le TD3, hein, Pricing d'un prêt titrisation. Alors, on a vu comment on pouvait donner le prix et puis couvrir quand les flux étaient fixes. Mais la question se pose, et si les flux ne sont pas fixes? Alors, c'est le cas de tous les produits qu'on appelle optionnels en finance. Alors, je vous donne un exemple. Supposons que je reçois 1 euro dans 5 ans, et puis si le taux au jour le jour interbancaire dépasse 5%, je reçois le 1 euro au moment où ça le dépasse. Alors, comment je vais faire pour calculer le prix? Il va falloir que je fasse des scénarios de taux possibles. Et puis voilà, je vais me dire, tiens, voilà un scénario de taux possible. Et puis si normalement je le reçois dans 5 ans, et puis je ne le reçois plus dans 5 ans, si je le reçois avant, si ça a dépassé les 5%. Donc voilà, il va falloir que je fasse des scénarios de taux. Alors, donc la première étape, ça va être de faire un générateur de scénarios de taux. Et donc ça, c'est aussi ce que permet un modèle de taux aléatoire, de générer des scénarios de taux. Et le modèle de taux aléatoire le plus simple, c'est le modèle de Vasicek qui a été fait en 1977. Du coup, il dit quoi? Il va dire, voilà, je prends le taux, si je prends le taux au jour le jour, interbancaire, ou je prends un taux qui va être en vigueur pendant un temps dt donné. Donc, pendant dt, sur ce pas de temps, le taux il sera R0. Et puis après, le pas de temps d'après, il va passer à un taux R1. Donc, je vais discrétiser, là je suis en train de discrétiser le temps. Je découpe en petits morceaux et puis je regarde ce que ça fait. Et puis après, on verra la formule en temps continu. Alors, le taux court, je le connais, R0 qui est valable. Aujourd'hui, je le connais, je connais les prix de marché. Donc, je connais ce taux qui est valable, R0. Par contre, je ne connais pas R1. Alors, ce que je peux dire, ce que dit Vasicek, c'est qu'il dit que R1 il va remonter vers un taux qui est une notion du taux à l'infini, du taux long. Donc, un paramètre du modèle qui s'appelle B. Donc, tout ça, ça va remonter vers B. Et puis, il dit le taux R1, il est tel que la variation de taux des R0, c'est la variation R1 moins R0, il va être calculé comment? Comme ça, R1, ça va être R0 plus quelque chose. Donc, R1 moins R0, l'écart, ça va être A. Alors, supposons que je prenne 80% de B moins R0 fois dt. Alors, prenons comme exemple que dt égale 1, une unité. Pour simplifier, dans ce cas-là, on va voir si A égale 80%. Quelque part, je vais dire que R1 moins R0, c'est 80% de B moins R0. Donc, B moins R0, vous voyez, c'est ça. Et donc, 80%, ça va être ça. Et du coup, je reviens vers B de 80%. Alors, ceux qui se rappellent, quand on a un ressort, ça marche un peu comme ça. Le coefficient de raideur, c'est K au lieu d'être A. Mais ça ramène les choses vers un point central. Alors, du coup, ça nous permet de calculer R1. Et puis, quand je vais calculer R2, je vais faire la même chose. Je vais dire de R1 à B, il y a une distance. Je reprends 80% de la distance et puis je dis que R2, il est là. Donc, je vais dire le choc R1 va varier. Il va passer de R1 à R2. Donc, DR1, c'est R2 moins R1. Et R2, c'est R1 plus 80% de B moins R1 dt. Vous voyez, si je l'écris de façon globale, je vais dire quel que soit t, d de rt égale a b moins r dt fois dt. Donc ça, c'est le modèle de Vasicek, sauf que vous allez me dire, là, j'ai fait une structure par terme des taux. R0 est valable jusqu'en 1, et puis après c'est R1, puis après c'est R2, puis après c'est R3. Donc j'aurai une structure par palier, taux qui va arriver vers B. Donc j'ai quelque chose de déterminé, j'ai toujours rien d'aléatoire. Alors évidemment, Vasicek, il n'a pas écrit ça, il a écrit quelque chose d'aléatoire. Alors, si vous prenez l'historique dans le passé des chocs sur le taux court, vous prenez par exemple le taux jour-jour interbancaire et puis vous regardez de combien il varie d'un jour à l'autre. Puis vous prenez l'historique, vous voyez que les variations, des fois sont positives, des fois sont négatives. Puis vous pouvez en déduire, ça ressemble peut-être à une gaussienne. Et si ça ressemble à une gaussienne, de moyenne M et d'écart type sigma. Vous aurez un choc moyen de DR et puis vous aurez la volatilité de ce choc.
Et du coup, Vasicek, il a repris ça. Il dit, ben voilà, on pourrait reprendre l'historique. Et puis, du coup, on a un paramètre sigma. Donc, vous voyez, on a 3 paramètres. A, je vous ai dit 80%, mais c'est un paramètre qui ne vaut pas 80%, qu'il faut ajuster. Vous avez le paramètre B, qui est le niveau long, à l'infini, vers coatant R, le taux court qui diffuse, et puis sigma, la volatilité, fois une gaussienne. Donc, il dit, ben voilà, R1, ça va tourner autour de ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Ça va tourner autour de R1, mais ce n'est pas R1. Et du coup, j'aurai une distribution aléatoire de cette valeur R1 autour de ce R1 moyen que je viens de vous décrire comme R1 égale R0 plus AB moins R0 dt. Donc, autour de ça, j'ai une distribution gaussienne centrée réduite et de volatilité sigma. Donc, j'ai 3 paramètres à mon modèle. Alors, comment je vais fabriquer un scénario de diffusion du taux court? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre R0, puis après, je vais faire un tirage aléatoire dans cette loi normale. Et puis, je vais calculer R1, et puis après, je vais refaire un tirage aléatoire dans une loi normale pour calculer R2, et j'aurai fabriqué un scénario. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant comme ça, on va fabriquer des scénarios équiprobables, c'est-à-dire que chaque scénario fabriqué a la même probabilité d'arriver. Et du coup, si ça a la même probabilité d'arriver, je vais pouvoir obtenir un prix. Et du coup, si je suis pour chaque scénario, j'ai un prix S de T. Ce prix S de T, comment je le calcule? Alors, je le calcule soit en temps continu, soit en temps discret. Et si j'ai n flux FI qui tombe à la date TI, je peux dire que le prix suivant le scénario, c'est la somme des FI. Alors, FI sont aléatoires parce que peut-être que les flux dépendent des scénarios. C'est le cas pour les crédits qui ont des remboursements anticipés. Donc, je vais calculer pour un scénario, je vais calculer quels sont les FI. Et puis, là, j'actualise et j'actualise par exponentielle de moins intégrale de RS ds. Donc, ça, c'est la formule en temps continu. En temps discret, vous vous souvenez, je fais 1 sur 1 plus R puissance T. Puis, s'il y a une structure par palier de taux, je vais dire c'est 1 sur 1 plus R1 puissance la partie de temps où c'est AR1 fois 1 plus R2, la partie de temps où c'est au taux R2. Donc, j'aurai la formule pour temps discret. Voilà. Et donc, le prix explicite, après, quel est le prix de mon produit? Ça va être l'espérance de ce prix. Parce que le prix, il dépend du scénario. Je peux fabriquer plein de scénarios. Et du coup, si j'en fais la moyenne, je vais dire que le prix, c'est l'espérance de ce prix. Alors, peut-être que mathématiquement, je peux calculer directement l'espérance de ce prix. Donc, j'aurai ce qu'on appelle une formule explicite. Ou alors, je vais faire ce qu'on appelle une méthode numérique. C'est-à-dire, je vais utiliser la méthode de Monte-Carlo. Et du coup, je vais prendre n scénarios de taux d'intérêt. Et puis, je vais dire que le prix, c'est la limite de la moyenne de ces prix. Donc, je vais faire la somme des prix pour chaque scénario. J'en fais la moyenne. Et puis, si j'ai un échantillon suffisamment large, je m'approche du prix. Et du coup, on peut savoir en gros, on peut savoir aussi quelle est la variance de ce prix. Si ce prix, on estime qu'il a une distribution gaussienne, on va pouvoir calculer la variance du prix avec cette formule-là. Et puis, il est aussi possible de calculer l'intervalle de confiance du prix à mesure qu'on fait plus de scénarios. On converge avec la méthode de Monte-Carlo. À chaque pas de la méthode de Monte-Carlo, on a fait un scénario de plus. On peut encadrer le prix de façon précise. Donc ça, c'est très intéressant. On a une formule qui nous donne la variation du prix et on peut encadrer ce prix. Voilà. Alors, comment on va faire sous XL? Alors là, sous XL, je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Du coup, on part du modèle de Vasicek. Donc, je fixe trois valeurs pour les paramètres. Je dis que A égale 0,4, B égale 7%, R0 égale 3,5% et le sigma, la volatilité, égale 2%. Supposons que ce soit mes paramètres.
on verra que normalement, ces paramètres, on doit les ajuster sur les prix de marché du jour. Pour l'instant, je les prends comme ça au hasard. Et puis, on va commencer par mon histoire où j'ai le taux d'intérêt. Et j'ai 1 euro qui est versé soit dans 5 ans, soit avant. Alors, vous voyez, j'ai pris t, le temps, j'ai pris t égale 0, t égale 1, donc la première année, c'est entre 0 et 1, t égale 2, 3, 4, 5. T égale 5, c'est la fin de la 5e année. Et puis, vous voyez, le taux court, alors là, je n'ai pas pris un taux jour le jour, j'ai pris un taux qui est valable pendant 1 an, puis j'ai pris un taux annuel. Donc, vous voyez, j'ai fait une discrétisation du temps avec un énorme pas de temps. Donc, mes formules ne seront pas très précises. Et du coup, c'est pour simplifier, je me simplifie la vie. Du coup, le premier taux d'intérêt qui sera valable de t égale 0 à t égale 1, c'est-à-dire pendant la première année, c'est R0, le premier taux. Et puis ensuite, j'ai le taux qui sera valable de t égale 1 à t égale 2, je le calcule comment? Comme le taux précédent, R1 égale R0, plus A fois B moins R0. Alors, dt, j'ai pris un pas de temps de 1, plus sigma, la volatilité, fois, et là, je tire au hasard dans une loi normale 0,1. Voilà. Donc, vous voyez, si j'ai fait mon premier taux qui est valable de t égale 1 à t égale 2 pendant la deuxième année. Et puis, le taux qui est valable pendant la troisième année, qu'est-ce que je fais? Je fais pareil, je dis, voilà, c'est le taux d'avant, plus A, B-, etc. Donc, j'applique exactement le même principe. Alors, quand je fais F9, je me suis mis en calcul sur ordre, quand je fais F9, je vais calculer un nouveau scénario de taux. Donc là, vous voyez, j'ai discrétisé et j'ai mon modèle de Vasicek discrétisé et j'ai pour un scénario, pour un autre scénario. Alors là, j'ai mis les flux. J'ai dit, tiens, a priori, alors je n'ai pas fait à toute date, j'ai dit si AT égale 2, regardez ce que j'ai programmé, j'ai mis si AT égale 2, le taux, il dépasse 5%, alors on a 1 euro. Sinon, on a 0 euro. Donc, j'ai fait un modèle comme ça. J'ai dit, tiens, ici, en t égale 2, on regarde et puis on verse l'euro si c'est supérieur à 5%. Puis, j'ai dit, sinon, c'est à la fin. Si on ne l'a pas versé, là, alors on le verse à la fin. Vous voyez, je n'ai pas programmé exactement ce que je vous ai dit dans l'énoncé de tout à l'heure pour me simplifier la vie. Et du coup, maintenant, voilà, si je fais un autre scénario, vous voyez, là, je suis à 8,04, donc je suis supérieur à 5, j'ai 1 euro, je ne l'ai pas à la fin. Là, c'est pareil, j'ai des taux importants. Et puis, vous allez voir que de temps en temps, j'ai le taux qui vient à la fin. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir calculer? Je vais pouvoir calculer quel est le prix. Le prix de mon flux, de ma somme de ces flux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce flux-là qui vaut 0, et puis je vais l'actualiser. Je vais diviser par 1 plus 2, 38 puissance 1 an, divisé par 1 plus 3, 5% puissance 1, plus 1 euro divisé par 1 plus 3,98 puissance 1, plus divisé par 1 plus 2,75% puissance 1, etc. Donc, j'actualise mes flux et du coup, j'ai mon prix. Donc, je peux dire, voilà, si j'ai scénario de taux, j'ai ces flux-là, et puis du coup, j'ai ce prix. Vu d'aujourd'hui, le prix de ces flux futurs vaut tant, puisque je les actualise au scénario de taux. Donc, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, on va essayer de faire pour un petit peu pour un crédit. Alors, ce n'est pas exactement ce que vous allez faire en TD, mais ça vous permet de vous lancer. Supposons que j'ai un crédit à 6%. Et du coup, si j'ai un crédit à 6%, je vais avoir une annuité de mon crédit de 23,74. Donc ici, j'ai le temps, t égale 0, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai le capital restant dû, donc 100 euros au début. J'ai prêté 100 euros à 6%. Donc, j'ai une annuité de 23,74. Comme j'ai un prêt à 6%, j'ai un remboursement d'intérêt dans mon échéance de 6 euros. Et donc, la différence entre 23,74 qui est mon annuité et la part d'intérêt, c'est ce que je rembourse en capital. Donc, je peux rembourser 17,74 euros de mon crédit. Et du coup, mon capital restant dû est plus que de 82,26 euros.
En t égale 2 à la fin de la deuxième année, je paye mes intérêts, c'est-à-dire 6% du capital restant dû de début de période qui vaut 82,26 €, ça fait 4,94 € d'intérêt. Puis le différentiel, je rembourse mon capital qui diminue. Et vous voyez qu'à la fin de t égale 5, ben effectivement, j'ai plus de dette. Et l'annuité, elle a été calculée de telle façon qu'à la fin, on n'a plus de dette. Bon. Alors maintenant, ce que je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe si j'ai des remboursements anticipés? Alors ici, ce que je vous montre, c'est ce qui se passe s'il y a des remboursements anticipés. Donc, je reprends le scénario de taux. J'ai pris un scénario de taux que j'ai tiré au hasard. Et puis, je vais calculer combien il y a de remboursements anticipés. Alors, ce que vous voyez, c'est que j'ai fait une programmation où quand on tombe à des taux d'intérêt très bas, ben on a des gros pourcentages de remboursement anticipé. Et ce que j'ai programmé, c'est quand le taux du crédit descend en dessous de 1%, ben on a 25% de remboursement anticipé du crédit. Alors, ça veut dire quoi? On n'a pas pris, ce n'est pas un crédit, parce qu'un crédit, ça rembourse ou ça ne rembourse pas par anticipation, et donc on n'a plus rien après. Mais on va supposer qu'on ait eu plein de petits crédits qui font 100 €. Et du coup, qu'il y a eu une fraction de ces crédits qui remboursent par anticipation, et c'est cette fraction qu'on modélise dans un modèle de remboursement anticipé. Alors, il faut savoir que sur les salles de marché, dans les grandes banques américaines ou européennes, vous avez des ordinateurs qui tournent toute la nuit pour calculer les prix de ces prêts avec les remboursements anticipés. Parce que tout ce qui a été titrisé, il faut être capable de dire les prix des parts qu'on a fabriqués, et les prix des parts dépendent des flux de remboursement anticipés sur les crédits. Donc, il faut des modèles sur les remboursements anticipés. En général, les modèles sont très compliqués. C'est des modèles économétriques basés sur des comportements de clientèle. Et du coup, on va ajuster les modèles sur certains paramètres variables qui sont financières. Par exemple, variable financière, c'est justement quel est le taux d'intérêt sur le marché par rapport au taux du crédit. Et ce qu'on prendra en général, ce serait un taux long, pas un taux court. Et du coup, ça, c'est la première variable qui est la plus importante. Si les taux d'intérêt sont plus bas que le taux du crédit, ben, les gens vont avoir tendance à rembourser par anticipation pour faire un crédit moins cher ailleurs dans une autre banque. Mais le crédit peut dépendre aussi de facteurs comportementaux qui dépendent de chaque agent. Et du coup, par exemple, vous avez des modèles où ils allaient jusqu'à dire on prend comme variable indicatrice de la probabilité de crédit, ça va être le nombre de salles de bain dans la maison construite. Si quelqu'un construit une maison avec 5 salles de bain, c'est qu'il est riche, qu'il a un conseiller financier, et le conseiller financier lui négociera pour lui le crédit dans une autre banque. S'il est pauvre, qu'il n'a pas de salle de bain ou une salle de bain, en général, il n'aura pas les moyens de négocier dans une autre banque qui ne voudra pas lui prêter. Donc, vous voyez, le taux de remboursement anticipé, on peut le caler, le modèle, on peut le caler sur un historique de chaque banque. Et si on a des informations sur les clients. Donc là, on va prendre un cas complètement simple, complètement fictif, où on a dit, vous voyez, j'ai mis les paramètres ici, quand on a un taux, la différence entre le taux du crédit et puis le taux qui ne dépasse pas 1%, donc comme mon prêt est à 6%, tant que le taux du marché, là, mon taux court, là, tant qu'il n'est pas inférieur à 5%, on n'a que 3% de remboursement anticipé. Et puis, quand on a plus de 5% d'écart, c'est-à-dire quand on a plus de 5% d'écart, c'est-à-dire qu'on est en dessous de 1% sur les taux d'intérêt, vous voyez, massivement, vous avez tellement d'intérêt qu'il y a beaucoup de gens qui vont rembourser. Et on va supposer qu'il y ait 25% de remboursement anticipé. Puis entre les deux, on va dire que c'est linéaire. Du coup, c'est ça que je vous ai programmé là. Vous irez voir. Donc, j'ai mis des si imbriqués pour dire, voilà, en fonction des taux, en fonction du taux du crédit, du taux court en t égale 2, et puis de tous ces paramètres-là, je vous ai calculé le pourcentage de remboursement anticipé. Voilà. Donc là, vous voyez, là, on est à 5,49% d'intérêt, donc on n'a que 3%, parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont hauts. Et
donc, si je fais un autre scénario, ben, vous voyez là, dans un autre scénario, j'ai des taux bas, donc j'ai beaucoup plus de remboursement anticipé. Or, ici, je vous ai calculé les prêts. Maintenant, il y a les prêts qui remboursent par anticipation et puis ceux qui ne remboursent pas par anticipation à chaque date. On a dit que c'était un ensemble de prêts. C'est un pack, un pool de prêts qui représente 100. Et du coup, ce que j'ai calculé, c'est le pourcentage de prêts qui n'ont pas remboursé par anticipation et qui continuent. Donc, en T égale 1, il y en a 97% puisque le taux de remboursement anticipé est 3%. En T égale 2, en T égale 2, comme on a 10% de remboursement anticipé, on devrait avoir 100%, moins 3%, moins 10%. Sauf que les 10%, ce n'est pas 10% des 100%, c'est 10% des 97% qui sont encore en vie. Donc, j'en tiens compte pour calculer ce chiffre-là. Ce chiffre-là, il va tenir compte du fait que le pourcentage de remboursement anticipé, ce n'est pas par rapport à T égale 0, c'est par rapport à la date d'avant. Combien il y en a qui sont encore en vie. Donc, ici, je calcule en fait combien il y en a qui continuent à payer normalement, qui n'ont pas remboursé par anticipation, en fonction de ce pourcentage de remboursement anticipé. Et puis du coup, à partir de là, c'est facile à calculer le flux des crédits qui n'ont pas remboursé, puisque là, je vais dire c'est quoi, voilà, c'est quoi, là je dis qu'il y a 87,17% de gens qui continuent, et comme ils continuent, ils devaient rembourser 23,74, donc je multiplie. Et du coup, je sais les flux qui proviennent de ces gens-là. Pareil pour les prêts qui remboursent par anticipation. Alors là, je calcule combien il y a de gens en pourcentage qui remboursent par anticipation par rapport au nombre de prêts de départ. Donc là, j'ai calculé ce pourcentage. Et du coup, je calcule le flux de remboursement anticipé parce que je dis effectivement, le pourcentage, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là qui remboursent par anticipation? Ils payent leur échéance, donc ils payent leur échéance, leur part d'échéance, normal. Et puis après avoir payé leur échéance, ils disent maintenant, je ne dois plus que ça comme capital restant dû, du coup, je vous le rembourse. Et donc, ils remboursent leur crédit. Donc, j'ai le flux que vont payer les gens qui remboursent par anticipation. Et finalement, mon flux total, ça va être la somme des deux, des acteurs qui continuent normalement, puis de ceux qui remboursent à la date que je considère, qui remboursent par anticipation. Et du coup, je vais avoir le flux total et je vais être capable de calculer comme avant, voilà, quel est le flux. Cette série de flux, je l'actualise au scénario de taux et puis j'aurai mon prix. J'aurai le prix de marché. Et puis maintenant, la question, c'est est-ce que je suis capable de calculer un prix moyen, l'espérance du prix et puis la distribution de ce prix. Alors pour ça, on a une aide sous Excel. C'est la méthode, c'est le simulateur. Alors vous voyez, je vous avais dit, reprenons notre exemple du début, là, avec ce 1 euro. Ce 1 euro, s'il y a ce scénario de taux qui verse 1, on sait quel est le prix. Et du coup, ce que je voudrais calculer, c'est l'espérance du prix, on a dit. Donc, il faudrait que je fasse ces scénarios et à chaque scénario, je note le prix affiché, puis j'en fais la moyenne. Est-ce qu'on peut faire ça sur Excel automatiquement? Alors, la réponse est oui. La réponse est oui, c'est qu'on peut utiliser… Alors, je vous montre comment ça marche. Ici, cette cellule-là, je l'ai nommée, vous voyez son nom ici affiché, Itera. Il suffit de faire définir un nom sous Excel. Si vous ne vous souvenez plus comment faire, vous mettez quelque part, vous mettez définir un nom, puis vous définissez le nom de la cellule. Okay. Donc là, j'ai défini un nom, elle s'appelle Itera. Et du coup, si je tape égal Itera plus 1, donc je lui dis dans la cellule, tu prends la valeur et tu rajoutes 1. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit référence circulaire non résolue. Ça veut dire il devient fou. Il dit Itera, il y a par exemple 1, on me demande de rajouter 1, puis ça devient la valeur qui est dans Itera. Donc vous voyez, c'est une cellule qui fait référence à elle-même. Même pas indirectement, directement là. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire qu'elle ajoute le compteur, puis qu'elle fasse quelque chose, qu'elle ajoute le montant du prix à chaque fois.
Alors, est-ce que je peux faire ça? Là, il faut que j'aille dans Fichier, Options. Dans Options, je vais dans Formule. Et dans Formule, je mets Activer le calcul itératif. Et donc là, je mets nombre d'itérations 10 fois. Il va calculer 10 fois. Je vais le mettre en calcul manuel sur ordre. Ça veut dire que quand je ne tape pas F9, il ne recalcule pas les cellules. OK? Donc, je vais faire ça. Et à partir de ce moment-là, si je fais F9, il va lancer le calcul. Et qu'est-ce qu'il va afficher dans cette cellule-là? Ben, il part de 0. Il fait égal itéra plus 1, donc il fait égal 0 plus 1, il met 1. Puis ensuite, comme il a 1, il recommence. Il fait 1 plus 1, il met 2. Puis après, il recommence. Et combien de fois? Je lui ai dit de faire ça 10 fois. Donc, il doit mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il doit s'arrêter à 10. Donc, si je fais F9, vous n'avez rien vu parce que ça allait très vite, mais il arrive à 10. Donc, il a ajouté dans mon compteur à chaque fois une unité. Alors maintenant, si je veux que le prix change à chaque fois, il faut qu'à chaque fois qu'il ajoute une unité, il faut que ces cellules soient recalculées. Et c'est pour ça, pour que ces cellules soient recalculées, c'est pour ça que j'ai ajouté plus 0 fois itéra. Parce que si vous n'ajoutez pas plus 0 fois itéra, il ne va pas recalculer ces cellules-là, et donc il ne va pas refaire un nouveau scénario de taux. Alors que là, maintenant, à chaque fois qu'il incrémente de 1, il change la valeur ici. Puisqu'il a changé la valeur là, il se rend compte que la valeur a changé, et du coup, il la rechange ici, et du coup, il retire une valeur dans la loi normale. Et donc, vous allez avoir 10 valeurs différentes. À chaque fois, vous allez avoir un scénario différent. À chaque fois qu'il va incrémenter un nouveau scénario, un nouveau prix. Alors maintenant, si je veux faire le prix, la somme des prix, puisque le prix moyen, il faudrait que je somme tous les prix, mais tous les prix intermédiaires, ils s'affichent, mais ils disparaissent. Donc, il faut que je les somme quelque part. Donc ici, j'ai nommé cette cellule qui s'appelle somme prix. Donc, vous voyez, elle s'appelle somme prix, cette cellule. Et du coup, je vais mettre égal C9 plus somme prix. Donc, je lui dis, tu prends ce qu'il y avait dans la valeur, qu'il y avait dans ta cellule, et puis tu rajoutes le prix. Et donc, vous voyez, bon, ben là, comme je suis en calcul sur ordre, il faut que je fasse entrer pour remettre à jour toutes ces affaires. Donc, c'est les mêmes prix. Voilà, pour vous en convaincre. Et du coup, maintenant, je suis au prix moyen, puisque le prix moyen, je vais faire ce qu'il y a dans cette cellule, puisque cette cellule, je vais additionner tous les prix qu'il y a là, 10 fois. Et donc, j'aurai tous les prix qui sont passés pour chaque scénario, et je le diviserai ici par le nombre d'itérations. Donc, je reclique au bout de ma cellule, là, je fais Entrée pour remettre à 0 mes compteurs. Ici, je refais Entrée. Ici, je refais Entrée. Et du coup, si je fais F9, ben vous voyez, ça c'est pour scénario de taux. Pour le dernier scénario, ça valait 0,89. Pour le premier, il valait je ne sais plus combien. Et puis la moyenne sur tous les scénarios, sur les 10 scénarios, ça fait 0,85 481. Et la somme de mes prix, des 10 prix que j'ai eus, ça fait 9,40. Donc voilà, j'ai élevé le premier prix, j'ai rajouté 10 prix, j'ai eu 11 prix en tout. Et du coup, voilà mon prix moyen. Du coup, vous voyez que je suis capable de calculer le prix moyen. Alors, ce qui est sympa, c'est que je peux mettre, au lieu de mettre 10, je peux mettre 10 000 scénarios. Je peux mettre 10 000 scénarios. Et si je veux 10 000 scénarios de plus, ben, je tape F9. Et là, j'ai fait 10 000 scénarios de plus. Puis, si je veux en refaire 10 000, je retape F9 et j'ai fait 20 000 scénarios. Vous voyez, et la méthode de Monte-Carlo, il faut un nombre de scénarios pour converger qui est relativement important. Alors maintenant, ce que je peux calculer aussi, pour finir, que je peux calculer, c'est l'écart type. Puisque j'ai un prix aléatoire qui est une distribution, est-ce que je peux calculer l'écart type? Donc, vous vous souvenez, il faut calculer la variance. Et la variance de P, alors on avait vu la formule, la variance de P, c'est l'espérance de
des prix au carré moins l'espérance des prix au carré. Alors ça, l'espérance des prix, on l'a, hein, c'est la moyenne. Donc ça, on l'a, mais ça, on ne l'a pas, l'espérance des prix au carré. Donc il faut que je calcule la moyenne des prix carrés. Donc à chaque prix, il faut que je calcule le carré, puis que j'en fasse la moyenne. Et du coup, ici, par exemple, j'ai une cellule que j'ai appelée somme carrée. Je vais appeler somme carrée. OK, cette cellule. Donc, je vais dire, reprends ce qu'il y a dans ce que tu as déjà dans ta cellule, et puis tu rajoutes le prix au carré. Et donc là, je vais faire la somme des carrés. Et du coup, une fois que j'ai fait la somme des carrés, qu'est-ce que j'ai besoin de calculer? L'espérance du prix au carré. Donc, il faudra que je divise ça par itéra. Donc, dans la variance de P, je vais dire que c'est ça divisé par le nombre d'itérations. Ça divisé par le prix d'itération. C'est donc espérance du prix carré moins le prix moyen au carré. Et donc maintenant, si je remets à zéro tous mes compteurs, parce que si je ne remets pas à zéro mes compteurs, ça ne va pas marcher en harmonie. Je remets à zéro tous mes compteurs. Je commence avec la première valeur. Donc là, je suis bon. Du coup, espérance du prix au carré moins espérance du prix au carré. Je ne me suis pas trompé a priori. Donc maintenant, faisons F9. Voilà. Et du coup, ben voilà, j'ai fait 10 000 scénarios. Le prix moyen est de 0,844. Donc, j'ai calculé la somme des carrés des prix en même temps, ce qui me permet de calculer la variance. Et comme j'ai la variance, je suis capable de calculer l'écart type, qui est la racine carrée de la variance. Voilà. Et du coup, j'ai mon écart type, j'ai un écart type qui est assez faible. Et ici, ce que j'ai calculé maintenant, c'est le prix. Si j'ai une distribution gaussienne, je sais que j'ai 95% des valeurs qui sont comprises entre le prix moyen moins 1,96 écart type et puis le prix moyen plus 1,96 écart type. Donc, si je refais tourner, alors je remets à zéro les compteurs, maintenant c'est bon. Et je refais tourner, voilà. Donc, il me dit que la variance, c'est ça, donc l'écart type vaut 0,08. Et du coup, plus ou moins 2 écarts types, le prix moyen plus ou moins 1,96 écart types. Ça veut dire qu'à 95% de chance, mon prix est compris entre 0,68 et 1. Donc, voilà. Donc, on a une idée de la distribution du prix. Puis, sous XL, on peut faire, si on veut avoir une idée de quel pourcentage de scénario donne un prix entre telle et telle valeur, ben, il suffit que je fasse des compteurs intermédiaires pour avoir une idée de tous les quantiles de distribution de prix. Voilà, ben, ça vous donne des billes et puis vous pourrez regarder la vidéo d'après pour voir un peu plus loin sur la titrisation et son utilisation. Bonne journée à tous!